Bonjour et bienvenue dans ce podcast spécial consacré aux lauréats 2025. Lors des journées de formation de l'AFPPE, 3 présentations remarquables ont mis en lumière des avancées passionnantes dans le domaine de l'imagerie médicale. Tout d'abord, tout savoir sur le stenting carotidien en phase aiguë d'un AVC, présenté par Joris Piffre et Carole Martin du CHRU de Nancy. Ensuite, l'analyse du mouvement intrafraction dans la SBRT du cancer du pancréas avec Paulo Ferreira, dosimétriste à l'Institut Jules Bordet de Bruxelles. Et enfin, LIT, ou neurochirurgie per-IRM, par Martin Lecloarec de la Fondation Rothschild à Paris. Ces sujets illustrent parfaitement la mission de l'AFPPE, accompagner, former et valoriser les acteurs de l'imagerie pour faire progresser la profession. Avant de plonger dans ces échanges passionnants, nous souhaitons adresser à toute la communauté de l'imagerie médicale nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle soit synonyme d'innovation, de partage et de réussite pour chacun d'entre vous. Prêt à découvrir ces talents et leurs visions audacieuses, c'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Joris, je suis manipulateur en neuroradiologie à Nancy et avec ma collègue infirmière Carole, nous allons vous parler d'un sujet complexe, le stenting carotidien en phase aiguë de l'AVC et plus précisément dans le contexte des occlusions en tandem. L'objectif de cette présentation est de mieux comprendre les enjeux cliniques, techniques et organisationnels autour de cette prise en charge qui reste aujourd'hui en pleine évolution. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons que la circulation cérébrale se divise en deux grands territoires. La circulation antérieure, par les carotides internes qui donnent naissance aux artères cérébrales moyennes et antérieures, et la circulation postérieure, par les artères vertébrales, qui se réunissent en tronc basilaire avant de donner naissance aux artères cérébrales postérieures. Ces deux systèmes artériels sont reliés par les artères communicantes antérieures et postérieures, pour former le polygone de Willis, véritable voie de suppléance en cas d'occlusion carotidienne ou vertébrale. Petit rappel sur l'AVC, il est défini comme la perte brutale d'une ou plusieurs fonctions cérébrales dues à une lésion vasculaire localisée. On en distingue deux grands types, l'AVC ischémique dans 80% des cas, il est lié à une occlusion artérielle empêchant l'apport d'oxygène et de nutriments, et plus rarement l'AVC hémorragique, dû à la rupture d'un vaisseau entraînant un saignement intracérébral ou sous-arachnoïdien. Dans le contexte de l'AVC ischémique, l'occlusion artérielle résulte d'un thrombus, privant le cerveau de son approvisionnement sanguin, ce qui conduit à la nécrose du parenchyme cérébral. Il s'agit de la première cause de handicap chez l'adulte et de la deuxième cause de mortalité en France. Les thrombus responsables d'un AVC ischémique peuvent résulter d'une athérosclérose, d'une plaie de la paroi artérielle, dans le cas d'une dissection par exemple. L'occlusion artérielle peut également être due à la migration d'un caillot sanguin formé en amont. Il existe donc une multitude de facteurs de risque, pour la plupart contrôlables dans une certaine mesure. Le stenting carotidien dans la phase aiguë d'un AVC ischémique intervient dans un contexte d'occlusion dit en tandem. Ce type d'occlusion complexe est défini par l'association d'une occlusion intracérébrale et d'une occlusion extracérébrale. Nous y reviendrons plus en détail ultérieurement, car c'est ce type d'occlusion qui nous intéresse. Lorsqu'un AVC ischémique est diagnostiqué, l'objectif va être de déboucher l'artère touchée le plus rapidement possible. Actuellement, deux grandes approches thérapeutiques existent. D'un côté, la TIV, peu invasive, mais qui reste limitée par le risque hémorragique important et le faible taux d'éligibilité. Et de l'autre, la thrombectomie, qui consiste à aller chercher le caillot par voie intra-artérielle. Les deux techniques pouvant être combinées.
La thrombectomie s'impose aujourd'hui comme une technique incontournable dans la prise en charge des AVC ischémiques, son efficacité n'étant plus à prouver. Elle devient cependant plus complexe dans le cadre des occlusions en tandem. À Nancy, les thrombectomies sont réalisées en majorité sous local, avec présence d'une équipe d'anesthésie, par ponction de l'artère fémorale avec un cathéter 8F. On utilise différentes techniques, le stent retriever, qui est un dispositif auto-expansible qui va emprisonner le caillot, le cathé d'aspiration, en ce cas c'est une pompe ou un système manuel qui va créer un vide et qui va permettre d'aspirer le caillot directement dans le cathéter au contact du caillot. Et on peut également associer les deux techniques, dans ce cas on parle de technique combinée. Dans le contexte complexe de la thrombectomie en tandem, la coordination entre l'équipe paramédicale et le neuroradiologue est essentielle. L'expertise de ces professionnels est un facteur clé de réussite pour ces procédures, le but restant de permettre une prise en charge rapide tout en assurant la sécurité du patient. La situation particulière de l'occlusion en tandem, représentant une part non négligeable des thrombectomies, pose plusieurs problématiques. La nature de l'occlusion intracrânienne est connue, il s'agit d'un caillot. Pour ce qui est de l'occlusion cervicale, il faut être capable de l'identifier pour adapter sa stratégie thérapeutique. Ces procédures sont plus longues, plus difficiles et plus complexes qu'une thrombectomie simple et soulèvent beaucoup de questions. Quel protocole anti-agrégation choisir? Faut-il traiter la carotide avant ou après la thrombectomie intracrânienne? Doit-on poser un stent en phase aiguë ou différer le geste? Toutes ces interrogations ont motivé la mise en place d'essais cliniques comme Titan, dont Carole va vous parler. Alors comment on fait pour traiter des patients qui ont des occlusions en tandem? En fait on ne sait pas parce qu'il y a des études non randomisées observationnelles qui ont été faites mais qui n'ont pas abouti à un consensus. Donc pour répondre à la question, ce qu'il faut faire c'est des études randomisées. Donc il y a plusieurs études internationales qui sont en cours. Il y a une étude française qui s'appelle l'étude Titan auquel plusieurs centres participent. Donc c'est de ça plus particulièrement dont je vais vous parler. Donc l'essai Titan, c'est une étude prospective, randomisée, multicentrique, contrôlée. Les critères de jugement sont effectués en aveugle. C'est un PHRC 2019 du CHRU de Nancy et c'est le professeur Gori qui en est le coordonnateur. Cette étude, elle vise à démontrer la supériorité de la technique combinée de la thrombectomie mécanique intracrânienne associée à un stenting carotidien extracrânien en phase aiguë de l'AVC contre la thrombectomie mécanique seule. Donc ça concerne des patients adultes qui présentent un AVC ischémique avec une lésion en tandem. Donc ça doit être confirmé par les premières images d'angiographie. Le patient doit présenter une dissection, une sténose extracrânienne supérieure à 90%. Il doit être pris en charge dans les 24 heures maximum après l'apparition des symptômes. Il doit avoir un score d'évaluation clinique de l'AVC, le score NIHSS supérieur à 7, et un score d'évaluation radiologique de l'AVC, le score ASPECT supérieur à 5. Le patient doit consentir, enfin bon, le plus souvent il est inclus en urgence. Il y a évidemment des critères d'exclusion qui sont là en bas à droite, je ne vais pas vous les détailler. Donc l'étude Titan, c'est une étude qui est toujours en cours, mais les inclusions sont terminées depuis début 2025, après 432 patients inclus. Donc les résultats ne seront disponibles que début 2026, donc là on ne va pas vous présenter de résultats. Donc, comment ça se passe? Une randomisation, un tirage au sort. Donc les patients sont tirés au sort soit groupe sans stent, c'est-à-dire thrombectomie intracrânienne seule, soit groupe avec stent, donc thrombectomie intracrânienne associée à un stenting carotidien extracrânien. En ce qui concerne le premier groupe, donc le groupe sans stent, le patient bénéficie d'une thrombectomie mécanique, soit avec un cathéter d'aspiration, soit avec un stent retriever, soit avec une combinaison de ces deux techniques. Ça, c'est au choix de l'opérateur. L'opérateur a également le droit d'utiliser un ballon d'angioplastie pour faire une dilatation au niveau de la carotide extracrânienne pour faciliter l'accès intracrânien. Le deuxième groupe, donc le groupe avec stent,
Donc là, c'est thrombectomie mécanique associée à un stenting carotidien extracrânien. Donc là, c'est pareil, hein, le patient a une thrombectomie avec un cathéter d'aspiration ou un stent retriever ou une combinaison de ces deux techniques, c'est laissé au choix de l'opérateur. Par contre, on lui posera donc un stent au niveau de la carotide extracrânienne. Donc à Nancy, on utilise des stents carotidiens auto-expansibles, souvent de la taille entre 6,40 et 10,40. Le patient recevra 250 mg d'aspirine en IV pendant la procédure et il aura une imagerie à 24 heures pour éliminer une transformation hémorragique, ce qui permettra à l'opérateur de prescrire une double anti-agrégation plaquettaire, c'est souvent pendant 3 mois. Ce qui est important de retenir, c'est que l'ordre de traitement il est laissé au choix de l'opérateur, donc la tête d'abord ou le cou d'abord, c'est comme il veut. Donc les perspectives de l'essai Titan, c'est de trouver un consensus pour la prise en charge des patients qui ont une occlusion en tandem. On espère prouver une meilleure évolution clinique pour les patients stentés en phase aiguë. Et puis aussi éviter un traitement secondaire parce que la lésion extracrânienne, à un moment donné, il faudra la traiter. Donc s'il n'y a pas de traitement secondaire, ça a aussi un intérêt médico-économique. Les questions que ça pose, c'est quelle stratégie optimale pour la lésion cervicale? Est-ce qu'il faut faire le stent en phase aiguë de l'AVC ou est-ce qu'il faut différer la pose de stent? Et quel protocole d'anti-agrégation utiliser? Donc justement par rapport à ça, ça fait aussi partie des limites du stenting parce que l'utilisation de la double anti-agrégation plaquettaire, la question vraiment importante à se poser, c'est est-ce que ça ne va pas majorer les complications hémorragiques chez ces patients? Et puis il faut avoir en tête qu'aussi les patients stentés, a priori c'est des temps d'intervention qui seront augmentés. Donc pour évaluer l'étude Titan, il y a des critères de jugement. Les critères d'évaluation, les deux principaux à retenir, c'est le taux de reperfusion cérébrale complète à la fin de la procédure de thrombectomie et puis l'amélioration d'au moins 4 points du score d'évaluation clinique de l'AVC, donc le score NIHSS à 24 heures. Ça, c'est fait en aveugle. Il y a des critères d'évaluation de sécurité. Le principal, c'est l'éventuelle survenue d'hémorragie intracérébrale, entre autres à cause de la prescription de double anti-agrégation plaquettaire dans le cadre de la pose d'un stent. Il y a aussi d'autres critères d'évaluation de sécurité, complications pendant les procédures, la perméabilité du stent. Il y a des critères d'évaluation secondaire, la croissance de l'infarctus, la récidive d'un AVC dans le même territoire, quels anti-agrégants, quelle dose, et puis un score MRS, c'est le score d'autonomie et d'indépendance du patient, qui doit être favorable à 90 jours et à 12 mois. Il y a aussi une analyse économique et comparaison coût-utilité. Donc là maintenant on va vous en présenter deux cas cliniques, le premier dans le cadre de l'étude Titan, le deuxième pas dans le cadre de l'étude Titan. Il se trouve que nos deux cas cliniques c'est des patients qui ont bénéficié de la pose d'un stent. Alors la supériorité du stent pour le moment elle n'est pas prouvée, mais bon à Nancy c'est vers ça que les opérateurs tendent, c'est la pose d'un stent pour les occlusions en tandem. Après on verra à l'avenir si c'est la bonne décision ou pas. Il ne faut pas négliger l'impact de la pose du stent, notamment, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, à cause de la prescription de double anti-agrégation plaquettaire qui peut majorer une hémorragie. Le premier cas clinique, il s'agit d'une patiente de 69 ans qui est retrouvée à 7h30, qui présente un AVC ischémique M1 droit, donc en tandem. On voit sur les images d'IRM, on voit l'occlusion, on voit qu'il n'y a pas de carotide interne droite, on voit la zone d'ischémie. Cette patiente a un score NIHSS à 7, un score aspect à 8. Elle rentre en angiographie à 13h30. Sur les premières images d'angio, donc l'occlusion M1 droite est confirmée, associée à une sténose serrée du bulbe carotidien, sûrement d'origine athéromateuse. Donc on décide d'inclure en urgence cette patiente dans l'étude Titan. Elle est tirée au sort groupe stenting. L'opérateur décide de commencer par la thrombectomie, donc avec un système d'aspiration. Sur les images de contrôle, on voit qu'il y a une reperfusion cérébrale. Donc l'opérateur passe à la deuxième étape et il pose 2 stents carotidiens. Il fait aussi une angioplastie avec un ballon. Il fait également injecter 250 mg d'aspirine en IV. On refait une série de contrôles et là, malheureusement, on voit qu'il y a une réocclusion M1 après la pose des stents. Donc l'opérateur décide de refaire une thrombectomie, cette fois-ci par technique combinée. À la fin de l'intervention, il y a une reperfusion cérébrale quasi complète. Par contre, c'est une thrombectomie qui a duré plus de 3 heures, donc c'est long.
À 24 heures, la patiente a un score NIHSS qui est fait en aveugle. Il est à 10, donc en fait c'est pire qu'à l'entrée, parce qu'à l'entrée la dame avait un score d'évaluation clinique de l'AVC qui était à 7, donc là c'est pire. À 24 heures, elle a également une imagerie, un angioscanner qui montre qu'il n'y a pas d'hémorragie et que ça circule bien dans le stent. Comme il n'y a pas d'hémorragie, l'opérateur prescrit pendant 3 mois une double antiagrégation plaquettaire. Elle a également une IRM, et donc là par contre on voit qu'il y a de nouvelles lésions ischémiques au niveau du territoire s'il vient droit. À 3 mois, la patiente a un score MRS, donc c'est un score d'autonomie et d'indépendance qui est égal à 1, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune incapacité significative et qu'elle est capable d'effectuer les activités habituelles, donc elle a repris une vie quotidienne normale. Donc ça c'est bien. Pour ce deuxième cas, il s'agit d'une femme de 54 ans présentant sur son lieu de travail de façon brutale un déficit du membre supérieur droit et d'une PF gauche. On retrouve à l'IRM un thrombus occlusif de M1 distal de l'ACM gauche, responsable d'un AVC ischémique en cours de constitution, ainsi qu'une occlusion complète de la carotide interne gauche jusqu'à sa terminaison intracrânienne, reperméabilisée en aval par le réseau communicant. L'existence d'un important mismatch diff-perf motive la prise en charge de la patiente au bloc d'angiographie. Elle bénéficie également d'une TIV concomitante. En angiographie, on retrouve une occlusion en tandem de la carotide interne gauche par dissection. Vous pouvez observer l'aspect de la carotide en flamme de bougie. On procède dans un premier temps à la thrombectomie par technique combinée, stent solitaire plus aspi, après un passage recanalisation complète de l'ACM gauche. On passe ensuite à l'occlusion cervicale avec l'impose d'un stent sans angioplastie. On a une bonne apposition du stent et une ouverture spontanée au niveau de la carotide. On observe une reperfusion complète de la carotide interne gauche, ainsi qu'une amélioration clinique instantanée en salle. On note malgré tout un délai d'1h25 entre la ponction et le contact caillot intracrânien, ce qui témoigne de la complexité de la procédure. La patiente reçoit une dose d'aspirine 250 en salle et est mise sous double anti-agrégation plaquettaire pendant 3 mois. À J1, on fait un angioscanner des TSA qui nous montre une bonne reperméabilité de la carotide interne gauche et de l'ACM gauche. On a une constitution partielle de l'ischémie, mais sans extension ni transformation hémorragique. Notre bibliographie regroupant les principales études utilisées, notamment le protocole Titan et les registres ETIS. Je ne vais pas les détailler, mais ce sont nos références principales. Pour conclure, retenons que le stenting carotidien en phase aiguë d'un AVC représente une option prometteuse, mais dont l'efficacité reste à confirmer par les résultats de l'étude Titan. Les occlusions en tandem sont des situations complexes nécessitant une analyse fine de la lésion et de la balance bénéfice-risque. Et enfin, la prise en charge multidisciplinaire est essentielle pour optimiser les résultats et la sécurité du patient. Merci à tous. Les deux, Simago, c'est une trentaine de groupes répartis sur une centaine de centres d'imagerie. Les deux, Simago est présent dans 10 régions du territoire français, du Pas-de-Calais à l'île de la Réunion. Les deux, tu peux aller où tu veux dans le réseau, où on est, on t'accueille. On a plus de 500 manips dans le réseau, en moyenne 4 à 6 par centre, mais en vrai, ça dépend. Les deux, ça dépend vraiment de tes motivations et de tes aspirations. Nous, on a de la place en radio, au scan et à l'IRM. Les deux, ça dépend des modalités et de l'activité, mais votre confort est notre priorité. Les deux. Les deux. Les deux. T'es prêt ou t'es prêt? Allez, viens.
nous, on est prêts. Et toi, futur pro de l'image. Comme tu l'as compris, Simago, c'est un grand réseau à taille humaine avec plein de belles opportunités. Alors si toi aussi tu veux te former et kiffer, t'as plus qu'à m'appeler. Ouais, c'est du béton, de la radio, scan, de l'IRM à l'écho, des plateaux top, t'auras tout ce qu'il faut. T'en veux plus? Une formation béton, un réseau solide, des tonnes d'options. Envie de bouger? Vas-y fonce. Avec Simago, t'as le choix, la mobilité. Simago, Simago, ici t'auras tout ce qu'il faut. Un taf stylé, une équipe au taquet. Viens, enfile ta blouse, on va t'embarquer. Bonjour à tous, moi je m'appelle Paul Freire, je suis en deuxième maîtrise à l'Institut Jules Bordier en Bruxelles et je viens vous parler un petit peu du projet que j'ai présenté à Dijon pendant la 9e journée nationale des manipulateurs radiothérapie organisée par la FPPE. Je profite déjà pour remercier l'invitation et voilà, je viens vous parler un petit peu de l'analyse du mouvement intrafraction de la SBRT du cancer de pancréas. Et donc, petite introduction, on sait que le cancer de pancréas est extrêmement agressif. Si on parle d'une survie à 5 ans, on doit envisager entre 6 à 7% de survie selon la littérature. Et on sait aussi qu'il est extrêmement compliqué de diagnostiquer. Et normalement, les patients, quand on son diagnostic, ils sont déjà dans un état avancé de maladie. Et donc, on sait que c'est particulièrement compliqué de contrôler le cancer du pancréas. Mais la SBRT, elle se montre prometteuse, en fait, à contrôler localement cette maladie. Par contre, on doit penser que la SBRT du pancréas, elle est particulièrement compliquée. Et il y a quand même quelques défis associés à la SBRT du pancréas. Il n'y a pas aussi beaucoup de consensus au niveau des contours de ce qu'on doit effectivement éradier. Il y a aussi la discussion à propos de du fractionnement en fait. Et donc, on a quand même quelques défis pour réussir à avoir une bonne SBRT pour les patients pancréas. Et donc, lié à ces défis, on a aussi le fait que le cancer du pancréas est vraiment difficile d'éradier. Le fait que la tumeur va bouger avec le mouvement respiratoire, mais aussi les mouvements péristaltiques. Et donc, on a trouvé que c'était vraiment important d'essayer de comprendre comment le mouvement du pancréas va arriver pendant la fraction de traitement. Et donc, on a décidé qu'on avait besoin de faire une étude pour comprendre un petit peu mieux ces mouvements. Et pour comprendre ces mouvements, pour nous, c'était nécessaire vraiment de trouver une façon de les mesurer, donc à avoir des données concrètes pour les analyser. Et on voulait aussi ces données pour pouvoir valider nos marges de PTV ou les changer, en fait. Donc l'idée, c'était de voir ces mouvements, de les comprendre, l'étudier, et après regarder les marges qui sont dans la littérature, les marges qu'on est en train d'appliquer, et voir effectivement si elles sont des bonnes marges pour nos patients ou pas. Donc les valider ou les changer. Et donc on a commencé cette étude qui fait partie du StereoPac, c'est un clinical trial sur la SBRT du pancréas, dirigé par Dr Christelle Bouchard. Et à la fin, on a eu 102 patients avec des fiduciels qui ont été traités au CT-LINAC avec la SBRT, bien évidemment, et avec une ceinture de compression abdominale comme méthode de immobilisation. Et ces patients ont fait une CBCT avant le traitement et une CBCT après le traitement. Donc, ces patients ont reçu 50 crayons 5 fractions. Ils ont un total de 10 CBCT. Pour cette étude, on a inclus les patients qui ont reçu un minimum de 3 fractions avec les 2 CBCT, donc avec les CBCT après traitement. Et voilà, ça c'était un petit peu les patients qu'on a choisis pour cette étude et les patients qu'on a utilisés pour étudier un petit peu le mouvement intrafraction du pancréas. Et donc, on a eu 463 fractions pour analyser et un total de 1389 mesures
pour faire. Ça, c'est beaucoup de choses à analyser. Et du coup, on a trouvé une façon de l'automatiser et donc d'enlever aussi tout ce que c'était le erreur inter-utilisateur. Donc, tout ce que moi, je vais matcher d'une façon différente de mon collègue. Et donc, on a voulu vraiment avoir quelque chose indépendant des erreurs humaines et donc le plus proche possible d'une standardisation de cette obtention des données. Et donc, on a utilisé MIM, c'est un software d'enregistrement d'images, et on a créé un workflow pour faire cette analyse. Dire aussi que voilà, on a mesuré dans les 3 plans, et aussi dire qu'on a trouvé que pour nous, ces mouvements intrafraction, ils devraient être le mouvement total qu'on a vu dans MIM, moins les mouvements qu'on a appliqués en fait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu une image avant le traitement et donc une image après le traitement. Et dans cette image après le traitement, on a le déplacement qu'on a appliqué à la table et on a aussi le mouvement du patient. Et donc ici, on veut que le mouvement du patient en fait. Et donc ça, c'est un petit peu de notre workflow qu'on a programmé. Et dans ces workflows, on peut regarder qu'effectivement, par exemple, dans le cas de ces patients, on a 5 fractions. Et donc, on a le matching des 2 CBCT. Ici, effectivement, on peut regarder un petit peu mieux ces matchings et donc voir que l'image en orange, c'est une CBCT et l'image en gris, c'est l'autre CBCT. Donc, les deux sont en train d'être matchés. Et c'est là qu'en fait, on va vérifier le mouvement intrafraction et essayer de le mesurer, en fait. Ce workflow nous a permis aussi avec les marqueurs fiduciels, avoir une différence de mouvement. Et voilà, ici vraiment juste pour vous montrer un petit peu mieux ce qu'on a vu comme résultat final de notre workflow et ce qu'on a vu en fait par fraction. Et donc bien évidemment on a dû analyser ces données. Et pour ça on a utilisé la moyenne, on a utilisé aussi le maximum qu'on a eu, on a utilisé aussi les cartes types et quelques tests statistiques effectivement pour valider nos résultats. Et pour mieux analyser et comprendre aussi nos résultats, on a décidé de les diviser en 3 groupes. Le premier groupe, c'était le groupe des 5 mm, donc le déplacement supérieur à 5 mm. Ça, c'est particulièrement important pour nous parce qu'en fait, 5 mm, c'est la marge de PTV qu'on utilise dans nos CT-LINAC. Et donc, ça veut dire qu'un mouvement supérieur à 5 mm, c'était un mouvement qui a sorti du PTV. On a utilisé aussi les 4 mm parce qu'en fait, ça c'est le volume qu'on utilise pour matcher au poste. Donc, ça c'est la marge qu'on applique au fiduciel pour savoir ce qu'on peut pas accepter au poste avant de lancer les traitements. Et après, comme on a notre MRI-LINAC et comme on utilise Unity, on voulait comprendre comment ça a bougé effectivement et comprendre quelle était la partie des mouvements qui était supérieure à 3 mm. Une fois que 3 mm, c'est la marge de PTV qu'on utilise au Unity, donc à notre MRI-LINAC. Et voilà, ça c'était un petit peu la raison pourquoi on a décidé de splitter et de diviser ces résultats en 3. Et ici, on peut voir déjà un petit peu une image. Je vais l'utiliser plus tard et je vais parler d'elle un petit peu plus tard aussi. Mais 2 mm, effectivement, ça fait beaucoup de différence au niveau dosimétrique. Donc, ça sera bien de comprendre quelle est la partie du mouvement qui est supérieure à 3 et aussi supérieure à 5 et voir s'il y a beaucoup de différences. Et voilà, au niveau localisation aussi, ça ne nous a pas étonné. Ça c'est un petit peu comme la littérature nous a dit que ça serait. Donc on a presque 80% des patients pancréas qui ont été traités à la tête de pancréas. Et on a aussi 23% des patients qui ont eu sa tumeur dans le corps au queue de pancréas. Et donc, nos résultats. On était
très content avec le résultat, bien évidemment, parce qu'on a un total de 1389 mesures. Et si on regarde les graphes, on arrive à voir qu'effectivement 1320 étaient inférieurs à 3 mm de mouvement. Donc ça veut dire qu'en gros, 95% de toutes les mesures qu'on a fait de mouvement intrafraction, elles étaient inférieures à 3 mm. Et si on regarde ce que c'était supérieur à 5 mm en fait, donc les cas où la tumeur a sorti de la marge du PTV, on parle de 24 en 1389, donc 1,73%, ce que c'est effectivement très bien. Et donc ici, juste vraiment pour vous montrer notre petit box plot, pour vous montrer aussi les nombres d'outliers qu'on a eu, que c'était pas beaucoup. Donc ça nous a donné aussi un petit peu de confiance à propos de la rélevance de nos résultats. Et si on regarde par exemple la moyenne, effectivement, on voit que c'était les Y qui étaient un petit peu différents. Et la moyenne absolue, c'était aussi très important pour nous, en fait, pour comprendre qu'on n'avait pas une erreur systématique et donc que les moyennes qu'on a eues, c'était effectivement significatif et représentatif du mouvement qu'on a effectivement vu. Au niveau outliers, on a quand même eu quelques outliers. Ils ont eu un max de 8,7 et voilà. Et pour valider tout ce que je viens de dire, en fait, on a quand même fait des tests statistiques qui ont prouvé la rélevance de nos résultats. Ils ont aussi montré de nouveau que le Y, donc la verticalité, a eu une moyenne significativement différente des autres deux axes. Mais on se demande aussi, donc pourquoi pas tout inférieur à 3 mm, pourquoi pas 100% des mesures inférieures à 3 mm. Et là, on ne peut pas oublier qu'on traite effectivement des êtres humains. Et donc, dans ces cas-là, c'est un patient qui était super bien positionné. La mobilisation, elle était très bien faite. Mais par contre, si on regarde la CBCT au début de traitement, donc la CBCT qui est à notre gauche, on voit qu'il y a un gaz au niveau du colonne transverse. Et ce gaz, il a juste disparu pendant le traitement. Et donc, ça, c'était le suffisant pour faire le pancréas bouger plus de 3 mm entre le début et la fin du traitement. Et donc, pensez que, effectivement, même quand on a une immobilisation parfaite, même quand on a un positionnement parfait, un patient qui ne bouge pas, bon, il y a quand même des facteurs qu'on ne peut pas contrôler, qui vont faire changer et modifier le mouvement et la position de ce qu'on veut irradier, effectivement. Et bon, la majorité de nos résultats étaient inférieurs à 3 mm, donc effectivement bien dans nos marges de PTV. On a vu aussi, comme j'ai déjà dit, que la verticalité, c'était un petit peu l'axis qui a reçu la compensation du mouvement respiratoire qui en a dû changer à cause de la ceinture de compression. On sait déjà que on doit s'attendre à ça hein, quand on est en train de immobiliser la respiration du patient, quand on est en train de comprimer son abdomen. On est en train de diminuer un petit peu le mouvement longitudinal. Mais le patient, il a besoin de respirer et donc, bien évidemment, il va trouver une façon de le compenser. On était juste, on n'avait juste pas sûr que ça serait la verticalité en fait, parce que même la littérature, elle nous dit que normalement, ça arrive au niveau de la latéralité. Mais bon, nos patients, ils ont plus compensé au niveau vertical, donc intérieur-postérieur. Et jamais oublier aussi que effectivement, la mobilisation du patient est très 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 importante et les cas que je vous ai montré aussi où on a vu les gaz qui a bougé, bon ça c'est des choses qu'on n'arrive pas à contrôler mais on doit quand même être très exigeant au niveau des choses qu'on peut contrôler et les choses qu'on peut faire pour améliorer les traitements de patients et je trouve effectivement que le positionnement est vraiment important. Et donc les marqueurs fiduciaires ils étaient aussi très importants pour regarder ces mouvements et c'est possible de les utiliser effectivement pour comprendre le mouvement. Et à Dijon, en juin, j'ai parlé un petit peu de continuer ces projets. Je voulais faire une étude avec nos images au MRI Linac, donc les images en temps réel. Et effectivement, on a déjà commencé ça.
Et on n'a pas encore des résultats à ces sujets, mais effectivement, cette image m'a fait beaucoup réfléchir et vouloir effectivement aller un petit peu dans ces chemins et comprendre un petit peu mieux ce qui se passe quand on a plus d'informations et quand on regarde effectivement ce qui se passe pendant tous les traitements et pas juste au début de la fin. Et bien évidemment, ça c'était l'image que je voulais vous montrer avant, que j'ai dit que je parlerai plus tard. Et donc c'est une image que j'aime bien effectivement parce qu'en fait c'est l'image qui nous fait réfléchir à l'adaptation technologique qu'on doit faire pour améliorer nos pratiques. Et donc quand on pense à MRI Linac, on pense aussi à diminuer les marges et ça nous aide énormément au niveau dosimétrique. Ça nous permet de mettre plus de doses à la tumeur et d'épargner un petit peu mieux les organes à risque. Et donc ce que j'espère avoir et pour montrer plus tard, ça sera un petit peu comprendre effectivement comment ça a bougé pendant tous les traitements. Une fois que dans notre MRI Linac, on arrive à voir et à avoir vraiment des images en temps réel pendant tous les traitements. Et donc ça, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Mais sans oublier que si on regarde le 5 mm, le mouvement qui est plus de 5 mm, il est vraiment faible. Hein. On n'a pas beaucoup de mesures supérieures à 5 mm. Donc ça, nous fait réfléchir aussi qu'effectivement, même quand on a la technique la plus avancée du monde, si on arrive à avoir la base de la radiothérapie bien consolidée, si on arrive à avoir un bon positionnement, une bonne immobilisation, alors on arrive quand même à très bien faire la SPRT, même dans le CT Linac où on a toujours fait en fait avant le MRI Linac. Et voilà, ça c'est un petit peu mes acknowledgements et toute l'équipe qui a travaillé avec moi dans ces projets et qui continue à travailler avec moi dans la deuxième partie. C'est ma présentation. Merci beaucoup. Je veux vraiment remercier la FPPE pour m'avoir invité et aussi pour Dijon et pour la 9e journée nationale des manips. C'était vraiment incroyable. Merci beaucoup pour le travail que vous faites aussi pour les manipulateurs français. Et voilà, merci. Bonjour, vous voulez voir à quoi ressemble mon quotidien en tant que manipulatrice en radiothérapie à l'Institut Curie? Allez, je vous emmène. Alors moi, ça fait 4 ans que je travaille à l'Institut Curie maintenant. J'y suis arrivée après un stage qui s'est très bien passé et j'ai eu l'occasion de signer un contrat d'allocation d'études qui m'a permis de financer ma formation en l'échange d'un engagement sur une période donnée. Ensuite, j'y suis restée, surtout grâce à l'équipe. L'ambiance est super, on s'entend très bien et on est très soudés. Justement, là, je vous présente mon binôme du jour. C'est vrai que c'est super sympa de travailler en équipe. On change régulièrement de binôme et c'est super agréable. Le matin, avant de commencer les traitements des patients, on s'assure que tout fonctionne bien. On fait des tests sur la machine, des contrôles, et ensuite on peut commencer. On accueille le patient, on l'installe, on lui donne les consignes et on le rassure. Tout est pensé pour qu'il se sente en confiance. Ici, chaque geste compte. On travaille avec des équipements de très haute précision et c'est super intéressant. Mais ce que j'aime encore plus, c'est le côté humain. Au fil des séances, une relation de confiance se tisse avec le patient. À travers un regard, un sourire, on sent de la reconnaissance et c'est super gratifiant. La pause déjeuner, c'est un moment super important. On se retrouve pour rigoler, pour souffler, pour échanger. Ça fait vraiment du bien. L'après-midi, je m'occupe de préparer les dossiers des prochains patients. Ensuite, je les appelle. Ça permet de leur donner les consignes et de répondre à leurs questions. C'est le moment de faire la transmission à l'équipe du soir et la journée touche à sa fin. Ce qui donne du sens à mon métier, c'est l'équilibre entre l'utilisation de technologies et le contact avec le patient. On a un quotidien très varié. En plus de ça, j'ai pas mal de temps libre puisque je ne travaille pas le week-end et que j'ai des horaires flexibles. C'est ça qui me plaît à l'Institut Curie. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler du LITS ou la neurochirurgie péri-IRM. Alors rapidement sur mon parcours, moi c'est Martin, je suis manip depuis 2011 et j'ai une expérience en radiothérapie, aux urgences, en radiologie diagnostique, essentiellement dans les centres universitaires et de recherche. Je travaille depuis 4 ans à l'HFA, on a un plateau très orienté neuro avec pour l'instant 4 IRM et 2 scanners, c'est pas à jour, excusez-moi mais on a 2 scanners maintenant, et on a prévu de continuer à augmenter ce parc jusqu'à avoir 8 IRM à l'horizon 2028.
Pour parler des généralités, alors le LIT est là pour répondre à une problématique. Les progrès en neurosciences nous permettent aujourd'hui de localiser très précisément les zones pathologiques, mais certaines structures sont profondes et difficiles à atteindre car proches de structures très critiques. Les solutions classiques existent, la neurochirurgie ouverte ou la radiothérapie stéréotaxique, mais elles peuvent se montrer très invasives et très inadaptées. Le LIT-ASA apporte une alternative mini-invasive, guidée et monitorée par IRM et se présente comme une bonne solution. Concrètement, le LIT consiste à insérer une fibre laser de manière stéréotaxique, elle est juste là. On va en parler au fur et à mesure, mais elle est là. Puis à réaliser une thermoablation contrôlée sous monitorage IRM en temps réel. Donc les avantages à ça, ils sont nombreux et décisifs. Les zones profondes deviennent beaucoup plus accessibles. On est bien moins invasif que les deux solutions qu'on a parlé avant. Et le monitorage en live permet un contrôle en direct des structures voisines. Les indications sont nombreuses, l'épilepsie pharmacorésistante en priorité, les tumeurs cérébrales, les amartomes, les métastases et les cavernomes, mais c'est une technique qui est très récente et le développement et les indications continuent d'évoluer. Là, je vous parle que de la neuro, mais mais les indications existent également dans le poumon, dans le foie, dans la prostate et encore ailleurs. Les avantages pour le patient sont nombreux. Nous, on ne fait pas de craniotomie, notre point d'insertion il est inférieur à 2 mm, donc bien sûr beaucoup moins de complications et beaucoup moins de douleurs post-op. Le traitement il se fait en un seul coup, c'est un traitement one-shot et le retour à domicile et à la vie active est très rapide. Nous, notre première patiente, c'était une adolescente, on l'a gardée 2 jours et le lendemain, elle pétait le feu, elle avait qu'une envie, c'était de quitter l'hôpital et de rentrer chez elle. Alors bien sûr, le LIT, c'est pas magique, les lésions trop volumineuses ou trop complexes ne sont pas encore traitables par LIT, il existe quelques complications post-op, comme tout acte chirurgical. Ça va de l'œdème cérébral à des choses beaucoup plus graves, mais globalement, la morbidité est assez faible. Donc nous, pour parler de nous à l'âge phare, on se différencie des autres parce que partout ailleurs, en général, c'est fait en 2 étapes bien distinctes. La première, c'est la pose de la fibre optique qui est fait au bloc opératoire classique, avec un robot de type ROSA et un scanner de bloc. Et une fois que la fibre est en place, on transporte le patient, donc avec la fibre ventilée, endormie, dans l'ascenseur, dans la couloir de l'hôpital. Vous imaginez bien toute la logistique un peu périlleuse et un peu bancale qui en découle, jusqu'à l'IRM pour faire la thermoablation, excusez-moi. Nous, à la Choix, on a décidé de transformer une IRM en bloc, donc on est beaucoup plus précis, surtout quand on fait de la pédiatrie, on n'a plus du tout de logistique patiente aussi périlleuse, on est plus irradiant. Bon, bien sûr, ça a quand même quelques inconvénients. Le premier, c'est que ça peut gêner les activités annexes du service. Je vous ai mis une photo pour vous montrer, c'est le nombre de personnes qu'il y a pour le LIT. Là, c'est ma collègue qui a une autre IRM jumelle qui est censée faire ses 30 patients. Vous voyez bien qu'elle est un petit peu embêtée par le monde qui est là. On va immobiliser pour un LIT, une IRM et 3 équipes soignantes pour une journée pleine. Et en plus de ça, on a besoin d'avoir un équipement qui est très spécifique et qui est très lourd. Alors bien sûr, il faut une IRM qui respecte les conditions de bloc, avec accès à l'air et au vide, avec une pression et en surpression. Il faut l'antenne qui permet le geste chirurgical, et il faut que tout le matériel qui rentre dans l'IRM, soit le matériel de réanimation, le matériel de chirurgie, soit bien sûr IRM compatible pour pas aller au-devant d'accidents qu'on peut imaginer. Et il faut en plus le matériel du LIT, ça on en parlera un petit peu après. Donc, comme je vous le disais, 3 équipes, on travaille tous ensemble, l'imagerie, chirurgie, anesthésie, on a tous nos cultures, nos contraintes et nos responsabilités qui sont très différentes. Des fois, on se marche un petit peu dessus, ça se passe dans la bonne ambiance, mais faut faire attention aux autres, sachant qu'on n'a pas du tout les mêmes formations. Ça demande aux manips d'être très vigilants en termes de magnétoprotection et en termes de communication. Nous, par exemple, à l'âge phare, on a eu 2 téléphones qui sont déjà rentrés par mégarde dans l'IRM. Pas d'accident majeur, mais tout de même, on doit faire attention. Sans juste à ça, les intervenants extérieurs, les industriels, on va en parler, c'est la pharmacie forcément, et les petits curieux qui viennent voir ce qui se passe. Je vous ai mis un petit plan du service là. Donc là, c'est ma belle IRM en rond, là c'est la salle d'IRM, là c'est les 2 pupitres que je vous montrais tout à l'heure avec les 2 IRM jumelles. Donc là, on va endormir le patient, là on va monitorer à la fois l'image et à la fois la thermoablation. Là, c'est la zone, on est déjà dans l'IRM, donc là c'est la zone, il y a déjà un champ magnétique, c'est la zone de tout danger où tout le monde se croise. Et là, c'est la zone rouge, la zone dite stérile, où il y a normalement que le neurochirurgien et les ibodes qui sont là pour travailler. Donc schématiquement, on a divisé le LIT en 4 étapes pour bien vous faire comprendre tout ça. La première étape, c'est la planification. Donc on fait une IRM de référence. Le neurochirurgien définit là-dessus ses volumes cibles et ses volumes et ses structures à protéger. Donc maintenant là, de manière systématique, on fait de la tractographie. En fait, ça permet au chirurgien vraiment de dire non, mais là, ce faisceau de nerf-là, je veux absolument l'éviter. Celui-là, on doit passer. Celui-là, on doit l'éviter. Ça lui permet de déterminer du coup ses volumes cibles et ses trajectoires. Pour ceux qui font de la radiothérapie, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de dosimétrie.
Donc ça, c'est environ un mois après, c'est le jour de l'intervention. Le patient est réceptionné par les anesthésistes. Ils donnent le feu vert, ils endorment le patient. Donc nous, là, on intervient. Nous, on a la chance d'avoir des tables amovibles pour les IRM, ce qui est très pratique. Donc nous, on sort la table, on endort le patient sur la table. On va fixer, donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un petit picot là. En fait, il y en a 4 tout autour du crâne du patient. Ça permet et c'est fixé à l'os directement. Ça permet de rendre le patient solidaire à la table. Voilà, donc ça c'est nos 2 antennes, on va en parler un petit peu après. L'avantage majeur qu'elles ont, c'est qu'elles laissent le champ opératoire libre pour le chirurgien. Une fois que tout le monde est d'accord, à la fois le neurochirurgien pour la position du patient, à la fois l'anesthésie pour la stabilité du patient, et à la fois nous pour l'installation de tout notre matériel d'IRM, on rentre dans la salle de l'IRM du coup et on détermine deux grandes positions. La position dite imagerie, qui est ni plus ni moins que l'ISO de l'IRM, et la position dite chirurgicale. On va envoyer le patient tout au bout pour que la tête dépasse, arrive dans la zone rouge foncé que je vous ai montré sur le plan tout à l'heure, sur la zone stérile. On chante tout ça, on s'habille si besoin, on va coller la tête du patient, ce petit jeu de touche écoulé là, en fait dans chaque petite case il y a il y a du gadolinium, ça permettra après la première imagerie de dire bon bah là on rentre en B4, mettons. Les gens habillés en stérile, nous, à l'HFAR, ils restent dans l'IRM, donc pour gagner du temps, on pense bien leur protéger les oreilles, hein, parce que sinon la blague est de très mauvais goût, ils vont pas apprécier du tout, je pense. Voilà. Une fois qu'on est d'accord avec notre point d'entrée et l'installation du patient, on va passer à la balistique. Donc nous, avec l'HFAR, ça se fait avec ClearPoint. On a ce petit cadre stéréotaxique là qu'on va fixer à l'os du patient autour du point d'entrée qu'on a déterminé, là que je vous disais tout à l'heure, c'est en B4. On fait des images, ça va faire apparaître la trajectoire actuelle. Donc là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a deux trajectoires, une jaune et une rouge. Donc la rouge, là, c'est notre trajectoire actuelle, et la jaune, c'est la trajectoire idéale, ou la trajectoire dite cible. Donc avec ces 4 petites monettes, là, on va pouvoir bouger à la fois l'angle et bouger à la fois la latéralité et l'antériorité de la trajectoire. Et le but du jeu, ça va te permettre c'est de fusionner la trajectoire directe avec la trajectoire idéale. Entre chaque micro-changement, on fait une imagerie, c'est une phase qui est très longue. Les 2 antennes permettent le usage chirurgical, mais par contre ne permettent pas de faire des séquences rapides. Donc entre chaque micro-changement, c'est 10 minutes de séquence. On va sûrement devoir pouvoir optimiser un petit peu nos séquences, mais pour l'instant, on en est à 10-11 minutes entre chaque changement, ce qui fait une phase très très longue où il ne se passe pas grand-chose malheureusement. Là, il y a ma grosse tête qui gêne, mais le neurochirurgien, sinon, qui est en stérile et qui est resté dans l'IRM, lui, il a un écran avec un retour pour pouvoir voir ce qui se passe dans l'IRM. Donc là, je vous ai mis, on dispose de 4 petits extenseurs. En fait, ça permet que le patient reste en position imagerie et d'éviter que la table bouge et fait des micro-changements à chaque modification, où le neurochirurgien il va pouvoir rentrer et puis faire des petits tours avec ses petites molettes pour pouvoir ajuster sa trajectoire. Une fois qu'on est d'accord avec la trajectoire qu'on arrive à avoir, excusez-moi, là par contre c'est l'intérêt de l'IRM Live, c'est que si on découvre quelque chose qu'on n'avait pas prévu, typiquement un vaisseau qui n'était pas là à l'IRM de référence ou qu'on pensait éviter et finalement il est pile poil dans la trajectoire, on peut modifier la trajectoire. Ça prend plus de temps bien sûr, mais c'est l'avantage de l'IRM Live, on peut modifier c'est le jour J, notre trajectoire. Une fois que tout est bon, le chirurgien va faire son trou de trépan avec cette petite perceuse à main et on va implanter un stylet de céramique. Le stylet céramique, il a 2 avantages, c'est qu'il permet de percer les méninges et le deuxième, c'est qu'il va imiter de manière rhénographique la sonde. Je crois que j'ai une imagerie après. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est une de nos images. Bon là, je vous ai mis qu'un plan 2D, hein, mais bien sûr, c'est soit on fait un 3D, soit 2 plans 2D. Hein, on ne prend pas que ça comme imagerie de référence, mais voilà. Donc là, on voit la sonde. Là, c'est le stylet de céramique. Hein, c'est pas encore la fibre optique. Donc on a percé les méninges, on s'est mis en position, on a mesuré la profondeur au préalable grâce à l'IRM de référence. On est bon. Si tout va bien, on passe à l'étape d'après, qui est la thermoablation. Donc nous, on travaille avec le système Visualize de Medtronic à l'HFAR pour cette étape. Donc on a le stylet de céramique, on le remplace par la sonde de fibre optique. Donc la fibre optique, c'est ça ressemble à ça. En fait, c'est une fibre optique qui va être chauffée tout du long, mais nous, comme on veut brûler effectivement que dans notre zone d'intérêt, il y a un petit circuit d'eau qu'on voit ici, un petit circuit de nacelle avec une petite pompe qui est là, qui permet de refroidir en temps réel tout le trajet pour n'avoir que ce point-là qui chauffe.
Le chirurgien, il va déterminer sur l'IRM de référence, enfin, sur la dernière IRM que je lui ai envoyée, il va déterminer plusieurs ROI, des ROI cibles où il veut atteindre 60 degrés. À partir de 60 degrés, c'est là où on considère que le tissu cérébral est détruit. Et des ROI, c'est limitant dans les zones ou les structures qu'il veut protéger, où le laser se coupera automatiquement dès qu'on atteint 45 degrés. Au-dessus de 45 degrés, on considère que les dégâts peuvent apparaître. Du coup, bien sûr, ce seuil-là, on peut le moduler selon si on veut protéger plus ou si on est un peu plus tolérant que ce qu'il y a autour. On allume le laser. À ce moment-là, l'IRM tourne constamment, elle ne doit jamais s'arrêter, donc c'est des séquences de 28 minutes, il faut bien penser à prévenir quand ça va s'arrêter pour qu'on puisse couper le laser, relancer la séquence et relancer le laser. Donc l'IRM tourne constamment, toutes les 4 secondes on envoie un des deux plans orthogonaux sur le trajectoire de la sonde, ce qui permet d'avoir un moniteur toutes les 8 secondes, d'avoir une carte une carte totale du trajet de la sonde en direct, modulo 8 secondes. Donc ça, c'est la thermoablation, c'est la dernière étape, mais elle peut être très longue selon la taille et la complexité du volume cible et s'il y a une présence de structures à risque qu'on veut protéger. Surtout que pour l'instant, on dispose de très peu moyens d'orienter ou de moduler la chaleur, à part le on-off et le déplacer légèrement la sonde dans l'axe de la trajectoire. Donc là, je vous ai mis deux cartes. Donc ça, c'est la dernière IRM de référence que j'ai transmise au neurochirurgien. Et ça, c'est l'IRM dite live. Donc là, on a une petite échelle de température. Vous voyez, tout ce qui commence à être vert fluo, ça a atteint les 63 degrés. Donc il faut qu'on chauffe encore un petit peu plus pour qu'on considère ça comme détruit. Et tout ce qui est autour, on a le dégradé c'est de température. Donc par exemple, mettons là, si on veut protéger c'est l'hypophyse, on va mettre des ROI tout le long là. Et dès que ça atteint 45 degrés, on coupe le laser, enfin le laser se coupe tout seul, on attend que ça refroidisse et on va recommencer à chauffer. Et ça, donc du coup, ça permet, c'est que tous les pixels qui en direct là sont dépassés 65 degrés, ils vont apparaître en orange sur cette carte-là. Comme ça, c'est une carte de destruction, c'est-à-dire que si on coupe le laser, on laisse le cerveau se refroidir, tout ça, ça va redevenir bleu clair, enfin en tout cas en tout 100 degrés et tout, mais on aura gardé une traçabilité sur ce qu'on a déjà détruit. Une fois que le chirurgien est d'accord avec sa carte de destruction, on va confirmer radiologiquement tout ce que je vous ai dit avant, c'était pour une trajectoire, mais il est possible que si un volume soit complexe, on fasse 2 voire 3 trajectoires, ce qui augmente forcément c'est le temps de traitement. Donc quand le chirurgien est d'accord avec sa carte de destruction, on va confirmer c'est radiologiquement avec une IRM complète, je vais vous montrer les séquences un petit peu après. On enlève la sonde, on fait une suture classique, on réveille le patient. Nous, comme je vous ai dit, on garde le patient 2 jours hospitalisé, et bien sûr, on surveille au long cours par la suite. Donc là, voilà, c'est nos séquences. Je crois que c'est ce qu'on a fait en février dernier. Et de souvenir, c'était un amartome épileptogène. Et donc là, c'est sur ma souris, on voit bien le volume qu'on a détruit, sur mon T1 TFE également, et sur la diffusion aussi. Donc vous voyez qu'on arrive à une confirmation de la zone qu'on a détruite qui est assez précise et assez satisfaisante pour le neurochirurgien. Pour parler de notre expérience propre à l'HFAR, nous pour l'instant on a fait 16 patients, tous pour de l'épidétrie, tous pour de l'épidétrie pédiatrique pharmacorésistante, tous des succès. On a eu une seule complication post-op qui était un œdème simple pas lésionnel, qu'on a traité par corticothérapie et tout est rentré dans l'ordre au bout de quelques jours. 3 de nos chirurgiens se sont déjà formés, on est associé à 2 industries à l'extérieur, et on a une volonté d'augmenter l'activité, de persévérer dans le sens, voire même d'avoir une IRM dédiée à ce genre d'activité. Ce n'est probablement que le début. On pourrait tout à fait imaginer différentes innovations, à la fois techniques. Par exemple, on pourrait imaginer une sonde où on pourrait bloquer la température d'un côté ou orienter la température dans un sens ou dans l'autre. On pourrait imaginer pouvoir intégrer une tractographie directement en temps réel pour le suivi de température, une dosimétrie plus précise de la chaleur peut-être, et aussi on pourrait imaginer du matériel comme une antenne et des IRM qui seraient plus permissifs pour le travail opératoire. Et également, on pourrait imaginer aussi un travail de formation. Nous comme je vous disais, on travaille avec Medtronic et Clearpoint. Et pour l'instant, en plus du matériel, c'est qui nous apporte. Ils travaillent beaucoup sur ces types de logiciels qui sont ni plus ni moins que des logiciels de traitement d'image. Donc je pense que c'est tout à fait entre les mains du manipulateur radio et du radiologue de s'en emparer. Et ça permettrait aussi de gagner en autonomie et de manière conséquente. Vous imaginez bien que pour prévoir une opération, à l'avoir mobilisé à la fois l'équipe de radiologie, d'anesthésie, de chirurgie, plus des industriels extérieurs, ça commence à être un casse-tête au niveau du planning qui est très complexe.
Tout cela ouvre la voie à une chirurgie de plus en plus lourde, réalisée directement per IRM avec un nouveau champ d'expertise propre au manipulateur. Nous, par exemple, on a fait notre première thérapie génique per IRM en juin, donc c'était sur un enfant, et l'IRM permettait une meilleure visualisation des putamènes que le scanner, et on devait faire une première pause de DBS per IRM en septembre, mais malheureusement, pour des problèmes de mise à jour et de communication entre différents logiciels, ça n'a pas pu se faire, mais ce n'est que partie remise. Pour conclure, je dirais que le LIT est une technique innovante, exigeante, mais extrêmement prometteuse, qui illustre parfaitement l'évolution du rôle de l'imagerie du manipulateur radio dans les soins de demain. Merci de votre attention.